Bonjour tout le monde, je m'appelle Farid Las, personnage échappé du tableau intitulé Tricheur à l'as de carreau. Bienvenue au casino des CPGE pour notre grand enjeu, le travail. Malheureusement, aujourd'hui, l'équipe n'est pas là. Ils sont partis pour faire un petit tour et pour l'occasion, donc j'ai décidé de faire autre chose. Je n'ai plus l'oisiveté. J'ai décidé de faire quelque chose pour vous. J'espère que vous en profiterez. Comme vous voyez là, donc j'ai renoué avec mon enfance. J'ai dessiné un petit arbre qui ressemble en quelque sorte à l'arbre de la connaissance de Descartes. Autre chose, j'aimerais bien que vous me pardonniez, la qualité de ma voix n'est pas assez bonne aujourd'hui. Je souffre des symptômes du corona. J'espère que je serai rétabli le plus tôt possible pour continuer l'aventure avec vous. Eh bien, donc là, j'espère que ça a en quelque sorte l'air d'un arbre. Voilà. Un arbre, c'est des racines. Voilà. Donc il y a le sol, il y a des racines, puis le tronc, et puis les branches, etc. Voilà. Ça, c'est l'arbre que j'ai dessiné et j'y avais consigné tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Bon, j'agrandis. On commence par les racines. Le mot travail donc, est issu du latin tripalium. Donc, étymologiquement, c'est tripalium qui est un instrument de torture. Et vous voyez là, donc, excusez-moi mes dessins un peu minimalistes. Un homme attaché à trois poteaux. Voilà, ce n'est pas une séance d'étirement ou bien de souplesse, mais pour lui infliger des supplices. Voilà, donc voilà le premier sens, ou bien l'étymologie du mot travail. Le sens 1, le premier sens, donc mathématiquement, donc j'essaie d'utiliser les symboles. Donc c'est l'ensemble des activités humaines, voilà, ce sont les hommes qui travaillent, organisées et coordonnées. Il y a l'organisation, puis la coordination, c'est forme de chaîne, pour produire ce qui est utile. Ça, c'est le sens 1. Ce qu'on a vu dans la première partie. Le deuxième sens, c'est le travail est l'équivalent d'un métier ou bien une profession qui veut dire tout simplement un gagne-pain. C'est ce qu'on fait pour gagner son pain. Comme moi, je travaille en travaillant au casino, donc je gagne mon pain. Autrefois, je trichais et ce n'était pas un travail. Donc le troisième sens, parce que je ne produisais rien. Troisième sens, c'est l'action qu'on fait subir ou bien que subit un objet. Travailler la voix. Travailler la voix pour un chanteur, travailler les muscles, travailler le bois, travailler voilà, n'importe quoi. Donc même la nature en quelque sorte. Les pierres lisses dans le lit d'une rivière deviennent lisses, rondes. C'est le travail de l'érosion. Voilà. Très bien. Et le quatrième sens, c'est le résultat du travail lui-même, ou bien le produit. On dit l'œuvre. La Fontaine dit à l'œuvre on connaît l'artisan. C'est-à-dire l'œuvre, il donne, ou bien le produit, il donne une idée sur l'artisan, celui qui l'a fabriqué, qui l'a usiné. Ça donne une idée sur la qualité du travail. Voilà, donc à l'œuvre on connaît l'artisan, c'est une fameuse fable de Jean de La Fontaine. Eh bien, le tronc de notre arbre, il a pour objet le pourquoi l'homme travaille. Donc, on travaille pour répondre aux besoins. Le premier besoin, c'est le pain, symbole de la baguette. Okay.
Les collègues sénégalais disent Mouro. Puis le dollar, hein, c'est l'argent. Donc on travaille pour répondre aux besoins de la nourriture et pour voilà, l'argent. L'argent, c'est pour acheter ce dont on a besoin. Eh bien, donc je vous rappelle les citations. Donc, pour Simon Weil, il dit on travaille parce qu'on a besoin de gagner sa vie. Pour Virgile, dit c'est par là qu'il sustente sa patrie, etc. C'est par le travail qu'il sustente, c'est qu'il nourrit. Donc, c'est le travail, donc c'est pour répondre aux besoins de la nourriture. Pour Villeneuve, il a dit que il était obligé de travailler pour vivre, donc, mais il fallait vivre. Ses diplômes, voilà, l'écriture ne pouvait pas le faire vivre. C'est le travail donc il était obligé en quelque sorte de travailler pour ne pas mourir de faim, pour échapper aux besoins. Voilà, on travaille également pour lutter contre l'oisiveté. Je vous ai dessiné un cadran voilà, d'une montre, bien d'une horloge, mais sans aiguille. Donc, c'est-à-dire, quand on n'a pas les aiguilles, donc on n'a pas cette idée du temps. Donc, celui qui ne travaille pas, celui qui est dans l'oisiveté, donc le temps lui est égal. Hein. Donc, il n'a pas un emploi de temps. Bon, donc en quelque sorte, l'absence des aiguilles, donc cela réfère en quelque sorte, on peut l'interpréter comme vivre dans l'oisiveté. Eh bien, donc le travail permet de lutter contre l'oisiveté. Simon Weil, il s'assure, donc il était mécontent en quelque sorte contre ceux qui appellent à une réduction voilà, drastique des heures de travail, ramener les heures de travail à 2 heures, donc cela ferait du peuple une masse d'oisifs. C'est quelque chose qui est inacceptable. Même si c'est pratiquement possible, il est moralement inacceptable. Très bien. Pour Virgile, donc, il a dit que Jupiter, le Père des dieux, ne souffre pas que son empire s'engourdit dans une triste indolence. Donc, s'il n'y avait pas le travail, donc l'empire du Père des dieux, voilà, va sombrer dans l'oisiveté. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, c'est contre nature. Et également, pour Villeneuve, donc le personnage de Madame Bachevski, quand il a été mis à la retraite, donc il a dit je ne sais plus où donner la tête. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de travailler, même les petites activités qu'il faisait en tant que retraité, bon, cela ne la satisfaisait pas, hein, c'était pas satisfaisant. Un autre personnage qui s'étonne que c'est Alex qui s'étonne que Gigi n'aime pas travailler. Voilà, comme ça, t'aimes rien faire. Voilà, donc il est en quelque sorte étonné que cette personne-là, avec laquelle il va se marier, n'aime pas travailler. Donc ça veut dire que lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'oisiveté. Eh bien, l'autre raison pour laquelle on travaille, ou bien pour laquelle l'homme travaille, c'est une affirmation de soi. En quelque sorte, là, j'ai beaucoup aimé ce fait que Simon Weil, en quelque sorte, il a dit que la réalité de la vie, c'est le travail. C'est-à-dire, les personnes qui travaillent, ils affirment leur personne, leur être. De là, on peut dériver à notre cogito, c'est je travaille, donc j'existe. C'est-à-dire, celui qui ne travaille pas, il n'existe pas. Il a même qualifié ceux qui ne travaillent pas comme étant des parasites. Eh bien, dans le même sens, Virgile, il a parlé des barbares. Donc ces barbares-là, ils ne travaillent pas, ils vivent dans l'oisiveté. Ainsi, ils ne sont pas développés, ils sont restés à l'état primitif. Ils habitent encore dans des grottes, ils ne tissent pas, ils s'habillent encore de peau de bêtes, ils passent leur temps ils n'ont même pas développé les techniques de fabrication de vin, etc. Bon. Donc en quelque sorte, ils sont restés à l'état
primitive. Donc l'homme ne... C'est grâce au travail que l'homme échappe à l'état de l'animal. Eh bien, pour Venaver, donc le personnage de Lupin dit je suis né vendeur. Donc c'est sa raison d'être. Donc il ne peut rien faire autre que voilà. Donc c'est quelque chose qui est en quelque sorte inné en lui. Également le personnage d'Alex qui dit je rebondis de paroi en paroi, j'entre dans la vie normale qui m'était interdite. Donc le fait d'accéder à la vie normale, sortir de la marginalité, c'est une affirmation de soi. C'est grâce à son travail, c'est grâce au travail qu'elle effectue dans sa boîte, dans sa petite entreprise, etc. C'est qu'on lui a donné un travail, un poste dans une entreprise aussi importante que Ravoire et Deleuze. Eh bien, voilà, donc, vous avez vu que le travail permet l'affirmation de soi. Également, donc, le travail, c'est une source de bonheur. Voilà, excusez-moi, mes dessins, ils sont dignes d'un enfant. Donc, il y a un cœur avec une expression de la joie, effectivement. Donc, le travail, c'est une source de joie, de bonheur pour Simon Weil. Il l'a dit plusieurs fois, ces soirs-là, je sentais la joie de manger un pain qu'on a gagné. Eh bien, donc la fin du travail pour elle, donc elle correspond à une certaine joie, même s'il l'avait souffert. Pour Virgile, donc il a parlé du vieillard, il a dit qu'avec ses richesses, c'est-à-dire les légumes qu'il a produits lui-même, il s'égalait au roi, donc il avait le sentiment de satisfaction, de contentement, équivalent à celui d'un roi. Eh bien, ça montre que le travail est une source de bonheur. Également, dans un autre endroit, il a décrit le cultivateur quand il rentre dans son logis. Ses enfants, il l'entoure, il est de bonne humeur, etc. Bon, c'est grâce au travail. Eh bien, pour Villeneuve, donc le personnage il dit je vous dirai, bon c'est pas mal, je vous dirai que je suis plus heureux maintenant, donc il y a une comparaison. Donc il y a la montée du bonheur, donc il y a une comparaison avec un état précédent, un état actuel, donc c'est-à-dire donc le bonheur il a augmenté, c'est-à-dire donc le travail là c'est une source de bonheur. Eh bien, donc j'espère que vous avez bien retenu ce grand axe, ou bien ce thème du travail. Également, on va attaquer un autre sous-thème du travail, c'est la division du travail, hiérarchie, effet négatif, puis malgré ça, donc la hiérarchie comporte des effets positifs. Commençons par là, la division du travail. Donc, je l'ai représenté sous forme d'organigramme. Ce n'est pas le schéma d'hérédité de Mendel, etc., mais c'est pour référer à l'organigramme d'une travail. Donc, le travail, donc il est divisé. Un être, comme l'a dit Platon, une cité, elle a besoin d'un maçon, d'un tisseron, d'un cordonnier et d'un cultivateur. Voilà, donc, et avec le développement du travail, même dans le travail de l'agriculture, donc il y a certaines divisions de travail. Et même dans le domaine du bâtiment, donc il y a énormément de spécialités qui interviennent dans l'accomplissement du travail. Donc la division du travail, c'est quelque chose qui s'impose. Donc pour Simon Weil, donc il a déjà parlé de la division du travail ou bien division de tâches. Donc quand il a décrit en quelque sorte l'atelier en face de moi, de l'autre côté, plus loin, etc. Donc à chaque emplacement de l'atelier, il y a un type particulier de travail.
Eh bien, pour Virgile, quand il a parlé des abeilles, par exemple, donc les abeilles, donc il y a une distinction au niveau des tâches. Donc il y en a ceux qui s'occupent de la garde de la ruche, les autres ils ramènent le nectar, les autres ils fabriquent les rayons, etc. Pour Vinaver, donc la page où il a indiqué les personnages de sa pièce, donc à chaque personnage correspond à un poste dans l'entreprise. Donc ça montre une certaine division très nette des tâches ou bien du travail. Eh bien, puisqu'il y a une division du travail, donc ça implique une certaine hiérarchie. Il y a une cascade, il y a des grades, voilà, donc un supérieur à un subordonné dans le travail, c'est normal. Eh bien, dans l'entreprise où Simon a travaillé, donc il y a un chef d'équipe, un chef d'atelier, un patron, etc. Donc, il a même parlé de l'organisation purement bureaucratique au niveau de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire il y a l'entreprise ou bien l'usine, elle est fortement hiérarchisée. Voilà, pour Virgile, il va dans le même sens que, donc il a parlé de la ruche comporte un roi. Donc, il y a un roi, il y a les gardes, il y a ceux qui veillent sur les lois, voilà, etc. Bon, donc les abeilles, ils passent leur vie sous de puissantes lois. Retenez bien cette citation, hein, je l'apprécie beaucoup. Eh bien, pour Vinlaver, et donc le personnage passe mal, hein, ça arrive. Cette citation mémorable, je dépends toujours. Hein. Donc lui, il est toujours dépendant. Donc c'est-à-dire, il est le subordonné de Madame Alvarez. Donc il y a une hiérarchie. Et Madame Alvarez, elle dépend d'un autre, etc. Jusqu'au sommet de l'entreprise. Eh bien, il faut souligner que cette hiérarchie, donc, il comporte des effets négatifs, ou comme on l'avait appelé. Hein. Donc, il a des préjudices, il comporte des préjudices. Il entraîne certains mal chez ceux qui la subissent. Bien, donc, Simon V, il a plusieurs fois, pardon, il a plusieurs fois dénoncé l'oppression qui sévit dans les entreprises à cause de cette hiérarchie. Donc il a pas mal dit qu'on vit à l'usine dans une subordination humiliante, voilà, et perpétuelle. Également, il a parlé de l'arbitraire, la volonté. Donc on vit dans l'usine selon la volonté arbitraire des cadres dirigeants de la société. Donc il y a une certaine oppression. On doit toujours se taire et obéir. Voilà, donc l'effet de la hiérarchie, donc il est en quelque sorte humiliant. Il opprime les ouvriers. Pour Virgile, donc un certain, je ne dirais pas un certain sadisme, hein, donc quand il a dit que je veux voir le taureau commencer à gémir, hein, donc je veux voir, donc pour qu'il y ait du travail, donc il faut que le taureau commence à gémir. Gémir, c'est souffrir, hein, exprimer la souffrance à travers des gémissements. Ça se dit pas, ça s'exprime par la respiration, etc. Eh bien, donc il y a le joug. Hein, on a parlé du joug. Donc, le joug, la mise sous le joug, c'est un abus de la hiérarchie. Donc il y a une autorité qui s'exerce sur
l'animal ici dans le cas de Virgile. Eh bien, pour Vénavert, donc on a vu un certain cas d'arbitraire ou bien d'usage arbitraire de l'autorité de la part du patron. Donc il a renvoyé le personnage d'Uto d'un seul trait, d'une seule parole. À partir de ce soir, vous ne faites plus partie de la maison. Et voilà, une seule parole a suffi de mettre l'ouvrier ou bien le salarié à la porte. Donc c'est un abus de pouvoir, c'est un abus de la hiérarchie. Et bon, donc tout ça dit, donc ça n'empêche pas que cette hiérarchie comporte des avantages, ou bien elle a des effets positifs. Parfois, pourquoi? Parce qu'il est nécessaire en quelque sorte. Il faut qu'il y ait un certain ordre. Donc Simon Weil, il le dit même. Donc là, bon, on a vu tout à l'heure qu'en dénonçant les abus de l'autorité ou bien l'arbitraire des ordres, etc. Donc il dit que la subordination est belle et honorable, c'est-à-dire que la hiérarchie, elle est belle et honorable, mais il a précisé certaines conditions. Il faut que l'exercice de cette hiérarchie, voilà, soit conscient, intelligent, qui prend en considération celui à qui on donne des ordres, etc. Voilà, quand il y a ce genre de dialogue, quand il y a cette compréhension de celui à qui on donne l'ordre, etc., on prend en compte ses possibilités ou bien ses potentialités, ou bien si on juge du degré de la difficulté de l'ordre, si on en fait un collaborateur, on fait de celui qui travaille ou bien celui à qui on donne des ordres un collaborateur, on respecte son humanité, etc. Donc dans ce cas-là, donc, la subordination, elle est belle et honorable. Pour Virgile, l'exercice de l'autorité ou bien de la hiérarchie, donc il s'impose. Pourquoi? C'est pour arrêter par exemple, quand il a parlé arrête l'exubérance de ses rameaux, quand il a parlé de la vigne. Donc la vigne, on ne doit pas laisser la vigne pousser sauvagement, comme voilà, selon l'élan de la nature. Il faut voilà, à chaque fois là, lui couper ses rameaux, donc les laguer, c'est-à-dire les monder, pour lui donner une forme, pour contrôler en quelque sorte sa forme. Donc il ne doit pas prendre une forme démesurée, etc. Parce que cela rendra la récolte difficile. Et également, si les rameaux poussent à tort et à travers, donc cela impactera la qualité de la récolte. Eh bien, donc il faut user de son autorité pour tout simplement contrôler la croissance de cette vigne. Également, en cas des abeilles, quand les essaims des abeilles quittent la ruche, il faut les faire retourner. Voilà, donc, c'est-à-dire comme il l'a dit, voilà, il faut interdire à leur esprit inconstant ce jeu si vain, c'est-à-dire quand les abeilles se donnent au jeu, c'est-à-dire quand ils ne travaillent pas. Donc là, ils sont là pour travailler. Donc dans ce cas-là, il faut tuer. On tue ou bien on enlève les ailes au roi, et comme ça, il reste stable. Et voilà, toute la ruche recommence à travailler. Eh bien, également, le poète, il a dit que les ordres ne sont pas, les ordres du mécène, du protecteur ne sont pas faciles, mais sans lui, son esprit n'entreprend rien de si haut. Voilà, donc voilà l'effet de la hiérarchie. Donc la hiérarchie, en quelque sorte, il catalyse là, il encourage, il pousse, voilà, le travailleur à se surpasser, à produire plus, à donner le meilleur de lui-même. Eh bien, pour Vénavert, donc le fils naturel, il a usé grandement de son autorité. Il était parfois despote, un tyran. Donc
ces décisions paraissaient parfois arbitraires. Mais en somme, donc, ça a permis de sauver l'entreprise. Donc c'est cette fermeté, cette autorité qu'elle a exercée sans partage, elle a permis en quelque sorte à redresser l'entreprise, à sauver et par la suite à sauver l'emploi. C'est bien, donc ça c'était la deuxième partie. Pour la troisième partie, comme vous avez vu, donc c'était il avait pour ce thème travail, peine, esclavage et émancipation. Je crois que vous pouvez mémoriser ça très bien. Excusez-moi toujours les dessins assez puérils. Voilà, donc on a un visage, après l'expression du visage, donc il y a là, c'est une personne qui souffre, qui a de la peine. Eh bien, effectivement, dans le travail, il y a de la peine. Hein. Il y a de la peine. L'ouvrage de Simon Levé est plein de peine. Hein. Donc, en parlant de la condition des ouvriers, et là, en quelque sorte, dépeint les souffrances des ouvriers dans les usines. Donc, il a même dit, donc, cette peine est notre partage. Donc, c'est un dessin, c'est notre lot. Celui qui a le cœur bien placé, il va pleurer des larmes de sang s'il se trouve dans cet engrenage, s'il est dans l'usine, s'il a vécu, ou bien, etc. Il va pleurer des larmes de sang. Pleurer des larmes de sang, c'est l'exagération, c'est-à-dire que la souffrance, elle est atteint des degrés qu'on ne peut pas imaginer. Également, il a parlé de même l'écriture, hein, c'est pénible. C'est pénible. Exécuter des ordres. Hein, voilà. Il a même parlé de une fois, donc ça a été quelqu'un l'a exposé à un travail où il aurait perdu la vie pendant 1 heure. Donc il y avait un pendule qui allait et venait, donc c'était trop risqué pour elle de travailler dans ces conditions-là. Et bien donc le travail il est fortement émaillé de peine dans les usines. Pour Virgile, donc les ordres, comme il a dit, donc les ordres du Messie ne sont pas faciles à exécuter. C'est-à-dire, donc il y a de la peine dans les ordres donnés par son protecteur. Également les abbés, hein, leur travail n'est pas facile. Hein. Leur travail n'est pas facile. Hein. Donc ils se démènent dans les champs. Donc se démener, c'est se donner beaucoup de peine, c'est s'acharner. Donc dans leur travail, ils sont exposés au risque, à un grand risque, à se briser les ailes, à rencontrer des prédateurs, etc. Donc c'est un travail également pénible. Eh bien, cette pénibilité, c'est une décision, comme l'a dit Virgile, c'est une décision du Père des dieux. Donc c'est lui qui a rendu la culture des champs difficiles. Eh bien, pour Villeneuve, hein, donc le travail des cadres également, il est pénible. Hein. Donc Lubin, rappelez-vous que Lubin, il parle beaucoup pour convaincre Madame Lépine. Donc tous donc pour convaincre les grossistes ou bien les clients de l'entreprise, il doit déployer énormément d'efforts. Le personnage de Cohen, il a dit plus d'une semaine que je me débat à coup d'expédients pour qu'on ne puisse pas dire que l'entreprise a arrêté ses paiements. Donc il se débat. Se débat, c'est se démener, c'est se donner beaucoup de mal. Eh bien, également le personnage, il est malmené. Il est malmené par les dieux scandinaves, malmené par ses acteurs et également par ses comédiens. Parce que ici, également, c'est un metteur en scène et un cadre. Et voilà, donc, d'après cela, donc, on voit que le travail, il est associé, que la peine, il est associée, que la peine, il est grandement incluse dans quel que soit le travail. Maintenant, donc,
le travail, c'est un esclavage. Donc, je l'ai représenté par des menottes ou bien par des chaînes. Et effectivement, donc, si on prend l'ouvrage de Simon Weil, donc il a répété plusieurs fois, plus de 20 fois le mot, exactement 25 fois le mot esclavage. Eh bien, donc il a dit qu'elle, quelques semaines avaient suffi de la transformer en bête de somme docile. Donc, cette transformation du travailleur en bête de somme docile, donc une bête de somme docile, c'est un esclavage à part entière. Donc, l'esclave ne dit pas non, il fait tout ce qu'on lui demande. Également, la bête de somme docile, donc il se laisse faire. Il ne conteste pas, il ne dit pas non. Et une autre citation plus forte qu'on pouvait envialiser dans une subordination perpétuelle et humiliante. Voilà, donc la subordination, quand elle est perpétuelle, donc elle est synonyme d'esclavage. Pour Virgile, il a parlé du dressage, hein. Dresser les veaux, les chevaux, etc. Donc c'est une forme de dressage. Il a même indiqué les techniques, ou bien les techniques du dressage. Donc dresser, donc tout simplement, c'est asservir l'animal pour qu'il réponde aux commandes. Et voilà, et le travail et l'animal, hein, il n'a que deux temps, hein, celui du travail et celui de repos. Donc sa vie, il passe à travail, repos, hein. Et bien donc c'est un pur esclavage. Pour Winawer, il y a cette figure de dépendance traduite exprimée par le personnage Pasma. Je dépendais, je dépends toujours. Donc être toujours dans la dépendance, est-ce que cela n'est pas synonyme d'esclave? Donc et aussi du moment qu'il doit travailler pour assurer ses besoins, donc il est esclave il est en quelque sorte esclave. Voilà. Eh bien, et malgré cela, malgré que le travail est un esclavage, donc on peut rompre cette chaîne. Donc là, j'ai rompu la chaîne. Donc c'est-à-dire là, l'émancipation ou bien la libération. Donc le travail, comme l'a dit Simon Weil, donc il peut constituer une éducation. L'éducation, donc c'est l'éducation qui nous libère dans notre état animal. C'est l'éducation qui nous permet de comprendre, de s'intégrer dans la société, de vivre pleinement son humanité. Et également, donc il a dit que à travers ces, voilà, dans l'esclavage qu'il avait vécu dans le travail, il a réussi en quelque sorte à regagner, voilà, à conserver sa dignité malgré cet esclavage. Donc conserver sa dignité, donc c'est une façon de s'émanciper, de dépasser cet état d'esclavage. Donc essayer de composer avec cet état d'esclavage. Voilà, donc ça me rappelle un peu la philosophie stoïcienne. Eh bien, pour Virgile, donc tous les obstacles furent vaincus par un travail acharné. Donc tous les obstacles, donc quels que soient les obstacles, donc un obstacle, c'est vaincre un obstacle, c'est se libérer de la contrainte. Donc l'obstacle, ça constitue une contrainte. Donc vaincre l'obstacle par le travail, donc c'est une forme d'émancipation, c'est une libération. Également, pour... excusez-moi. Bon, pour le personnage pour Villeneuve, il y a également cette idée d'émancipation. Donc, on trouve chez le personnage Alex. Il dit « Je rebondis de parole en parole ». Donc, rebondir, c'est
c'est se dégager du bourbier, se dégager d'un espace qui le retenait. Bon, donc l'espace dans lequel il était, c'était la marge. Donc s'émanciper de la marge, entrer dans la vie normale, faire partie des hommes normaux, donc pour lui c'est une émancipation, c'est une libération de l'état de marginal, d'inconnu dans lequel qu'il était. Eh bien, voilà, j'espère que cet axe-là il est assez clair pour vous maintenant. Et on a vu une autre, dans la 4e partie, le rapport entre le corps et l'esprit au travail. Comment est le corps et du travailleur? Au travail, on a vu deux cas de figure. Donc le corps, soit il est épuisé, c'est-à-dire, donc j'ai mis un 0, ça tend vers un 0, une fonction qui est décroissante. Donc les forces du corps, donc le corps décroît, il s'épuise. Donc, Simon Weil, il a parlé de l'épuisement. Donc l'épuisement, c'est quand quelque chose atteint ou bien tend vers la valeur 0. Ou bien la fortification, c'est la perfection, la fortification. Donc, on peut rappeler celui qui a dit que le travail c'est la santé, c'est-à-dire le travail c'est une source de fortification physique. Eh bien, pour Simon Weil, on peut rappeler juste le cas de l'ouvrière atteinte d'une salpingite. Donc sa santé est là en quittant, quand le travail a pris fin, ou bien quand on a daigné lui changer de poste, donc il avait la santé démolie, c'est-à-dire il s'était épuisé. Donc c'est-à-dire à la fin d'une période de travail, donc il a perdu sa santé, physiquement il a été anéanti. Voilà. Donc démolition, c'est la valeur 0 en quelque sorte. Bon, également, donc, quand il a parlé d'un homme de 40 ans, un homme de 40 ans ne pouvait plus trouver d'embauche parce que on le considère comme vidé, épuisé, impropre à la production selon la cadence actuelle du travail. Donc il est à 40 ans, on est épuisé. Donc ça, c'est-à-dire il ne pouvait plus produire ou bien travailler à la cadence désirée. Eh bien, donc ça montre que le travail est là, épuisé. Également, pour Virgile, donc l'effet du travail sur le corps, donc il fatigue. Donc les plus jeunes, par exemple les plus jeunes abeilles, ils rentrent fatigués. Et voilà, ils rentrent fatigués. Donc elles qui sont jeunes, donc normalement ils doivent être résistantes. Voilà. Également, donc ils sont exposés à des accidents. Donc ils se brisent les ailes et même ils rendent l'âme, jusqu'à rendre l'âme, c'est-à-dire périr, mourir. Donc les accidents de travail, Simon Weil, on en a beaucoup parlé. Dans les usines, eh bien, donc le corps il est vraiment épuisé par le travail, ou bien affaibli, ou bien anéanti. On peut même ajouter pour Virgile, donc on peut inférer ou bien déduire que le vieillard, il avait une bonne santé, que le travail l'a rendu fort. Également, il parlait des jeunes, donc une jeunesse dure aux travaux, c'est-à-dire que le travail champêtre, ou bien agricole, il fortifie le corps. Du côté de Vénaver, le personnage dit que le taux de mortalité augmente d'une façon vertigineuse à la retraite. Donc, ceux qu'on met à la retraite, il meurt plus tôt, il ne profite pas de la retraite, c'est-à-dire du travail vers l'attente, le temps qui sépare le moment du départ à la retraite
de la mort, il est très 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 court. Cela veut dire qu'ils étaient épuisés. Voilà, il y a des études qui montrent que les cadres, ils vivent beaucoup mieux que l'espérance de vie chez les cadres, elle est beaucoup plus importante que chez les salariés, les ouvriers, etc. Eh bien, ça corrobore cette idée que le travail épuise le corps. Du côté de la conscience, hein, comment, ou bien l'état d'esprit du travailleur. Voilà, je l'ai dessiné sous cette forme-là, donc cet esprit. Bon, est-ce que le travailleur, quand il travaille, donc, est-ce qu'il a l'esprit présent ou bien il est absent? Normalement, on doit s'attendre à... Donc, le travail demande une certaine présence d'esprit. On verra pour le cas de Simon Veil, donc il a dit que la seule ressource pour ne pas souffrir, pour ne plus souffrir, c'est sombrer dans l'inconscience. Donc le travail à l'usine, voilà, pour ne pas souffrir, donc l'ouvrier en quelque sorte, il inhibe. Voilà, on a dit il désactive, mais bon, ça passe pas. Mais c'est pour bien, tout simplement pour retenir, mais pour écrire dans votre séance, il inhibe, I-N-H-I-B-E-R. La conscience, c'est-à-dire il arrête de penser tout simplement pour ne pas souffrir. Également, donc, dans une autre citation, il a dit qu'il fallait tuer son âme, sa pensée, ses sentiments, tout pendant 8 heures de travail. Donc, tuer, hein, donc, tuer, c'est ôter la vie. Hein. Tuer son âme, c'est être un corps sans âme. C'est un cadavre, une machine hein, qui travaille. Donc, c'est-à-dire, l'homme, c'est l'âme, hein, je pense. Donc, j'existe d'ailleurs. Hein. Donc, quelqu'un qui ne pense pas, il n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, pendant l'intervalle du travail, l'ouvrier il se dépouille de son âme, tout simplement, pour ne pas souffrir. Eh bien, voilà. Donc, ça montre que l'ouvrier, il préfère l'état d'inconscience que d'être conscient. Contrairement à Virgile, donc le cultivateur, il est toujours vigilant, il doit être vigilant. Et ce n'est pas sans raison qu'on voit qu'on a lu dans l'ouvrage que plusieurs fois Virgile appelle le cultivateur à observer. Donc l'observation, donc observe. Donc l'observation, c'est ce qu'on voulait, c'est l'esprit d'observation, celui qui observe. Donc c'est un mindset, c'est une attitude de l'esprit. Ce n'est pas en sortant, on dit voilà, aujourd'hui je vais observer. Donc les personnes qui observent, hein, ils observent tout le temps. Ce n'est pas ils observent. Hein. Ils doivent prendre la décision d'observer, ils observent d'elles-mêmes. C'est presque un réflexe. Donc le cultivateur, il est appelé à être vigilant, c'est-à-dire à observer, à être toujours sur ses aguets. C'est-à-dire pour avoir comme on vient de dire, cette attitude d'esprit ou bien son mindset, c'est-à-dire avoir toujours l'esprit présent. Du côté de une affaire, donc un personnage qui dit un minimum de flexibilité, un peu d'esprit de coopération. Du moment qu'on demande un minimum, un peu, c'est-à-dire ça n'existe pas. Il n'y a pas cette flexibilité, il n'y a pas cet esprit de coopération. Donc l'esprit de coopération, donc cette absence-là, ça dénote l'absence de l'esprit ou bien de conscience au travail. C'est-à-dire on travaille machinalement, on ne pense pas, on ne dialogue pas, on évite d'interagir, etc. Donc ça montre qu'on fait son boulot et on file. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette présence d'esprit, ou bien de conscience. Donc la résultante de ces deux éléments-là, c'est-à-dire le corps, le corps et l'esprit, donc ça donne une idée sur comment on travaille. Est-ce qu'il est dans le confort ou bien l'inconfort. Pour Simon Veil, donc le mot il est fort, donc le dégoût envahit l'âme.
le dégoût. Le dégoût, c'est-à-dire l'écœurement. En travaillant, l'ouvrier, il est écœuré. Donc, quand on est écœuré, pendant tout l'intervalle où on travaille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confort. Également, il a ajouté, il faut ravaler, refouler tout au fond de soi. Donc, imaginez quand vous ravalez, quand vous refoulez, est-ce que vous êtes dans l'état de faire ceci? Est-ce qu'on est dans le confort ou l'inconfort? Vous allez me dire certainement que c'est l'inconfort. Pour Virgile, il a parlé de la vie champêtre. Donc, ceux qui travaillent, les agriculteurs ou bien les travailleurs, donc ils vivent loin des discordes armées, c'est-à-dire ils travaillent en paix. Donc quand on travaille loin des discordes, loin des conflits, etc., donc on ne vit que, on ne travaille que dans le confort. Également, pourquoi? Parce que donc il a dit qu'en quittant la terre, la justice laissa ses traces, voilà, chez ces derniers. Eh bien, c'est pourquoi ils vivent dans la justice, dans la paix, etc. Donc ceux-là, quitte à ce qu'ils travaillent dans le confort. Pour Vinaver, donc on a deux cas. C'est le cadre supérieur, c'est-à-dire le patron de Haas, qui dit c'est agréable de travailler dans ces conditions. Mais pour lui, il est en train de faire la peinture. Mais c'est un luxe que les salariés ne peuvent pas se permettre. Eh bien, donc lui, il jouit en quelque sorte d'un certain confort, ou bien il travaille dans un certain confort, ou bien il fait son loisir dans un certain confort. Mais pour le cas de Madame Alvarez, regardez qu'est-ce qu'il a dit à Passemar, il y a des choses qui vous remplissent d'amertume. L'amertume, donc c'est donnez-moi une cigarette. Donnez-moi une cigarette, quand on demande une cigarette, c'est un signe d'énervement. Ça suffit à montrer qu'il n'est pas à l'aise, il ne travaille pas dans le confort. Eh bien, voilà, donc du moment qu'on ne travaille pas dans le confort, soit plus ou moins il y a plus ou moins confort et inconfort, donc on doit se poser la question, est-ce qu'on est satisfait ou non dans le travail? En quittant le travail, est-ce qu'on est satisfait ou non? Pour Simone Veil, il a dit que malgré les fatigues accablantes, j'y avais trouvé des joies profondes et pures, quand il a parlé du travail agricole. Et tout à l'heure, on a vu qu'il a dit que le soir, il était heureux de manger un pain qu'il a gagné. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc la satisfaction, comment les ouvriers quittent le travail, donc ils le quittent en étant démoralisés, épuisés, etc. Donc ils ne pensent que au lendemain. Donc, voilà, il n'y a pas effectivement pas de satisfaction. On verra cela beaucoup plus de façon précise en parlant du rapport au produit, etc. Et de la reconnaissance, la gratitude, l'ingratitude, le rapport à l'espace, etc. Donc il y a d'autres éléments qu'on verra qui vont éclaircir cet axe-là. Pour le vigneron, donc une fois son travail fini, donc il chante la fin de ses peines. Pour le vieillard, donc il s'égale dans son amour. Eh bien, ça montre qu'il est satisfait. Il est satisfait par ce travail. Les abeilles également, elles sont glorieuses de produire le miel. Elles sont glorieuses. Elles sont fières, elles sont heureuses, ils sont satisfaits d'accomplir ce travail. Du côté de Vinaver, donc il y a une certaine satisfaction après malgré les peines, etc. Donc il y a une certaine satisfaction dans l'entreprise. Prenons par exemple la célébration du lancement du nouveau produit.
Donc, ça dit que c'est une expérience exaltante. Voilà, le fait de lancer un nouveau produit qui était capable de faire face à la concurrence américaine, etc. Donc, cela a été beaucoup apprécié, beaucoup fêté au sein de l'entreprise après le remaniement que Benoît a opéré. Donc ça a donné lieu à un grand festin. On a fêté le départ de Lubin, l'intégration de Alex, etc., etc. Donc voilà, donc le travail. Donc on a fêté le couronnement de travail. Eh bien, après avoir vu ces éléments-là, on a déjà vu l'effet du travail sur la nature humaine. Donc à la longue, les effets reçus sur le corps, ce que le corps subit, ce que l'esprit subit, les conditions dans lesquelles on travaille, puis les satisfactions, voilà, donc plus ou moins, ce qu'on est satisfait. Donc la résultante de ces éléments-là, donc il affecte notre nature. Donc soit il y a une perfection de la nature, soit une dénaturation de l'homme, bien du travailleur, de la dénaturation, ou bien la corruption de notre nature. Eh bien, pour Simon Weil, donc en rappelant le cas de l'ouvrière qui était atteinte d'une salpingite, donc elle avait la santé démolie. Eh bien, la salpingite, donc ça touche les trompes. Donc cette femme-là, donc cet aimant ne pourra plus procréer, ne pourra plus donner des enfants. C'est-à-dire, voilà, donc elle a perdu ce qui fait sa féminité. Et de là, donc le travail, là, en quelque sorte, il a corrompu sa nature. Eh bien, contentez-vous bien de cet exemple-là. Eh bien, pour Virgile, donc le travail, comme on l'a vu, il fortifie. Donc la jeunesse, elle est dure aux travaux, donc elle acquiert une certaine immunité, le corps se développe au contact du travail agricole. Eh bien, et aussi il y a également le côté de la foi, côté mystique, donc le culte des dieux, donc il y a ce rapport à Dieu qui est maintenu, comme Simon Weil, à la fin de son ouvrage, il va appeler l'ouvrier à être croyant. L'effet de croire donc, permet de dépasser cet état de pénibilité et des effets négatifs du travail. Eh bien, également le respect du père, le respect des pères, donc les pères, donc respecter donc c'est dû c'est une éducation de toute façon. Donc voilà, donc le travail, il ne dénature pas l'homme, mais il le perfectionne. Paradoxalement, là, au contraire, le mot paradoxalement ne vient pas. Pour Viennaver, donc le travail, il dénature l'homme. Donc Marjorie, elle a décrit ses copains ses copains d'université, donc ils deviennent des managers puants. Donc puant, c'est dégage de mauvaise odeur. Donc c'est des managers, mais ils deviennent puants. C'est-à-dire, donc il y a une dénaturation de l'homme. Il ne reste plus ces étudiants cultivés, etc., qui ont fréquenté l'université, mais ils deviennent des managers puants. Donc, je souligne l'adjectif puant. Et il a même qualifié son mari, Benoît, il ressemble à ces Américains-là, ces managers puants. C'était lui aussi, il pue. Et il l'a qualifié, tu deviens un peu plus con, c'est-à-dire bête.
con, excusez-moi, c'est au sens vulgaire, c'est le sexe de la femme. Regardez, donc il l'a comparé à ça. C'est-à-dire, donc il y a une certaine dénaturation de l'homme. Eh bien, voilà, ça concernait la 4e partie. Eh bien, la 5e partie, donc on a abordé la question du temps et l'espace au travail. Et on a commencé par l'espace. Excusez-moi, je vais boire. Eh bien. Et bon, donc pour l'espace du travail, donc il y a deux cas de figure, soit que cet espace-là il est centripète, soit il est centrifuge. Vous avez étudié les forces centripètes et les forces centrifuges. Donc quand l'espace attache l'ouvrier ou bien le salarié, quand il y a un rapport étroit, fort entre l'espace et le travailleur, donc c'est-à-dire l'espace il attire, donc il fait démon, donc il attire l'ouvrier vers son enceinte, c'est-à-dire que l'espace c'est un nid, c'est une matrice, il est nourricier, voilà pour l'ouvrier. L'autre cas, c'est centrifuge, c'est le renvoi. Vous voyez le monsieur, il est rejeté, c'est-à-dire donc une fois fini, donc il le rejette. Cette idée-là, elle est bien représentée, il est bien illustré par Simone Weil, donc en disant qu'aucun lien d'intimité ne lie l'ouvrier à son lieu de travail. Aucun lieu, donc ça figure, ce personnage-là, donc il est catapulté, il est rejeté, c'est comme s'il est renvoyé par le lieu de travail. Donc il n'y a pas cet attachement, ce lien affectif qui s'établit normalement entre celui qui travaille et le lieu où il travaille. Également, donc, il a répété plusieurs fois le mot étranger. Donc celui, il est étranger. Donc pourquoi il est rejeté en quelque sorte? Donc dans ce lieu-là, l'ouvrier est considéré comme un étranger. Eh bien, par contre, les abeilles, donc le rapport entre les abeilles et la ruche, donc la ruche c'est l'espace, donc il y a une force centripète, donc toutes les abeilles convergent vers leur ruche, donc ils sont beaucoup attachés à leur ruche. Ce n'est pas sans raison que Virgile dit donc les abeilles choisissent leur couvée, leur nid. Ils s'occupent, donc ils les choisissent. Donc choyer, c'est aimer. Donc c'est-à-dire il y a un rapport affectif, étroit, intime entre l'abeille et son lieu de travail. Pour Vénavert, donc on voit un certain attachement des salariés à l'entreprise. Donc l'entreprise, elle est dite, c'est une maison. C'est une maison qui dit maison, des foyers, des coins chauds, des matrices, des utérus. C'est quelque chose qui renferme, qui chauffe, qui englobe, qui protège, etc. Donc le personnage de Cohen qui dit plus d'une semaine que je me débat à cause d'expédients pour qu'on ne puisse pas dire que la maison a arrêté ses paiements. C'est-à-dire, donc lui, il est soucieux de la réputation de sa maison. Il la défend. Donc c'est-à-dire qu'il aime, il est attaché à son entreprise, à son espace. Voilà. Pour le cas de Vénavert, il a dit que également l'humain, donc le personnage dit Ravoir et Dehaze, c'est toute ma vie. S'il n'y a pas une autre maison, s'il n'y a pas Ravoir et Dehaze, il y aura une autre maison. Mais donc lui, il n'a pas quitté la maison. Donc même si on lui a changé de poste, on lui a retiré le poste dans lequel il se plaisait, mais il est resté dans la maison. Donc ça montre une certaine loyauté, un certain attachement à l'entreprise. Eh bien, voilà donc l'espace
question de l'espace est réglée, donc on verra maintenant la question du temps. Donc il y a l'intervalle travail, intervalle travail, repos, puis le futur. Donc on verra, les œuvres ont abordé la question du temps, surtout le temps du travail. Donc comment le travailleur vit-il son temps de travail? Pour Simon Weil, donc il a dit que la pensée se rétracte sur un point de présence, se rétracte. Et bon, le verbe se rétracter, ça me rappelle les antennes d'un escargot. Hein. En étant petit, hein, on a tous essayé de saisir ces antennes-là. Hein. J'ai jamais réussi personnellement. Donc quand on s'approche, donc l'escargot il rétracte ces deux organes-là. Également, c'est ce que fait l'ouvrier en travaillant pendant tout le temps de travail. Donc sa pensée se rétracte. C'est comme ces antennes-là. Figurez-vous, ça permet de bien se rappeler la citation. Donc il se rétracte sur un point du présent. Donc il ne peut pas voir ou bien penser à autre chose que le présent. Donc et ainsi il se replie sur le présent. Il se replie, se renfermer sur lui-même, c'est se cramponner, se recroqueviller, voilà, donc sur un moment présent. Et voilà, est-ce que cela ne peut pas être considéré comme une forme d'obsession, hein, quand on est voilà, fixé, donc on est figé à sa vie, bien cet intervalle-là où on travaille, on est figé. Voilà, donc le temps se fige pour lui. Voilà, c'est quelque chose de très difficile à supporter. Eh bien, ce repliement, hein, comme Simon Weil l'a dit, il produit une certaine stupeur. C'est comme si on a avalé ou bien absorbé des produits, des stupéfiants, des drogues. C'est l'effet de la drogue. C'est l'incapacité d'agir ou bien de penser. C'est ça l'état de stupeur. Également, donc l'ouvrier en travaillant, il trouve le temps long. C'est sa plainte. Il se plaint que le temps pour lui, il est très très lent. Pour Virgile, donc, on a vu que le travail de l'agriculteur, il y a une certaine cyclicité. Hein. Ça finit jamais. Toujours, il y a du travail pour lui. Hein. La vigne, il réclame toujours du travail. Parmi les soins qui sont dus aux vignes, il y a un travail qui n'est jamais épuisé. Le labourage, également, c'est 3 fois, 4 fois. Briser les mottes, c'est éternel. Hein. Toujours, il faut briser éternellement les mottes. Eh bien, donc le cultivateur, en quelque sorte, il est constamment occupé. Pour l'entreprise de Ravoire et Delhaize, donc les salariés, ils passent beaucoup plus de temps à l'entreprise qu'avec leur famille. Voilà. Donc ça montre que le travail, il leur occupe. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas bien dessiné. Donc l'intervalle du travail doit être plus grande ou bien plus volumineuse par rapport au temps par rapport à la vie du travailleur. Donc le travail, il occupe là, il absorbe la majorité du temps de la vie du travailleur. Eh bien, pour le repos, question de repos, hein, rapport travail-repos. Donc Simon Weil, quand il parlait de ce n'est que le week-end, c'est le samedi après-midi dimanche qu'il se retrouve lui-même, qu'il peut penser, qu'il retrouve la faculté de penser, c'est-à-dire toute la semaine il n'avait pas la possibilité de penser pour ne pas souffrir. Donc c'est-à-dire donc le repos donc par rapport c'est pendant ce moment bref de repos qu'il arrive à revenir à retrouver son état d'être humain. Également, plus loin, il dit que le temps de repos, il est absorbé par la fatigue. Donc pour
pour réparer ses forces, donc le temps après le travail, donc après 8 heures de travail, donc tout le temps qui reste, il est absorbé par la fatigue. Cela montre le degré de la fatigue qui touche les travailleurs à l'usine. Et bien, donc, du moment que tout le temps il est absorbé par la fatigue, donc la vie ne fait que de travail, repos, donc il n'y a pas de loisir, il n'y a pas de moment pour se cultiver, etc. Eh bien, également, du côté de Virgile, il a souligné l'importance du repos. Hein. Donc la terre, quand on accorde du repos à la terre, elle se repose. Quand il se repose, il produit plus, il devient plus généreuse. Également, pour le cultivateur, donc le temps où il profite de son repos, c'est l'hiver. Les conditions climatiques ne permettent pas de travailler. Donc c'est à ce moment-là c'est le moment qu'il a pour se reposer. Et à ce moment-là, donc il jouit en quelque sorte du produit de son travail. Il se donne des festins, etc. Pour le cas de l'entreprise, Jenny, l'américaine qui est agent de marketing, etc. Donc il dit qu'il ne trouve pas une heure tous les 15 jours pour aller chez le coiffeur si elle a envie d'avoir l'air d'une femme. C'est-à-dire le travail, elle occupe une grande partie de son travail. Si elle avait un temps de repos, il l'aurait sacrifié pour aller chez le coiffeur. C'est une femme, la femme peut sacrifier son temps de repos pour se faire belle. Et du moment qu'il ne trouve pas même cette heure-là, donc il n'a pas effectivement un temps de repos qui est important. Eh bien, également la fatigue ou bien le repos. Même les grands cadres, ils en ont besoin. Donc, le père, donc Fernand de Haas, donc le fils, il a remarqué qu'il avait les traits tirés, c'est-à-dire il était très très fatigué, il est épuisé, c'est pourquoi il lui a recommandé un long week-end allant à la campagne. Eh bien, donc, question de travail, repos, c'est clair, mais il faut, quand on travaille, on doit penser à l'avenir. L'avenir, la question de l'avenir, il s'impose. Pour Virgile, donc c'est les cultivateurs, ce sont toujours des personnes qui vivent dans le futur. Ils sont toujours à leur travail, leur activité. Donc ils travaillent aujourd'hui, mais ils visent demain. Premièrement, donc il doit faire toujours attention à la météo. Pour faire attention à la météo, donc toujours il doit lire les signes à travers l'aspect du soleil, l'aspect de la lune, etc. C'est ce qui lui permet de prédire le futur. Également, quand on plante des arbres, on s'inscrit dans le futur. Donc, on s'inscrit dans l'arbre. Il faut le travailler, il faut le préparer, il faut lui donner une forme. Étendre, comme il l'a dit, il faut étendre ses soins à l'année qui vient. Donc, c'est-à-dire, on s'inscrit dans le futur. Eh bien, donc, c'est-à-dire, le cultivateur, il a toujours le regard orienté vers le futur. Pareillement, pour le Vinavert, donc Benoît, il demande de se projeter dans le futur, dans le travail, sous la forme moderne. Donc, dans l'entreprise, toujours, il doit chercher de nouvelles perspectives. Donc il doit toujours voir l'avenir, aller plus loin. C'est-à-dire, s'il se contente de voir ou bien de
se focaliser sur le présent, il sera foutu. Donc il faut toujours penser au développement de ces activités pour voilà, faire face aux aléas. Du côté de Simone Weil, on l'a laissé à la fin, c'est que pour elle, l'ouvrier n'a aucun avenir. Donc pour lui, l'avenir, il est mort, il est vide, il est trop accablant. Pour lui, il est impossible de prévoir. Et c'est ce qui rend c'est ce qui le sombre dans une certaine tristesse. Voilà, donc l'avenir, c'est une question qui ne se pose pas pour lui. Il n'a pas le droit même d'y penser parce que c'est vide. Hein. Il n'a aucune visibilité concernant son futur. Et c'est quelque chose de vraiment triste. Eh bien, c'est ici que prend fin cette séance-là. J'espère qu'il vous sera utile pour avoir une idée assez claire, globale du thème. Et sur ce, je vous dis au revoir et pardon une autre fois pour la qualité de la voix. C'est dû à Corona. Et merci.